lancer sur le sujet. Donc vous voyez, focus sur la céramique, Picasso et la Méditerranée. Finalement, le titre est peut-être un peu trompeur parce que je vais vous parler vraiment d'un focus dans le focus sur la céramique. Je ne vais pas m'amuser à faire pendant une trentaine de minutes le résumé des influences méditerranéennes de la céramique de Picasso. Je suis désolée de vous décevoir si c'était ce que vous attendiez, mais c'est parce que l'angle dans lequel j'avais envie de partir, parce que ça aurait été bien fastidieux et qu'il y a des ouvrages qui sont conséquents que vous avez juste derrière vous d'ailleurs avec une collection là-bas que vous pourrez regarder tout à l'heure sur des expos entières qui ont consacré leur thème à ce sujet. Donc moi je vais vraiment vous parler d'un focus dans le focus et justement d'une relation un peu particulière entre deux hommes. Donc ce n'est pas du tout annoncé dans le titre, entre donc Pablo Picasso et Robert Picot, un potier de Vallauris plus précisément. Mais avant de partir sur ce petit moment dans la carrière de Picasso et cette rencontre entre ces deux hommes, on peut déjà se parler un petit peu de la céramique de façon générale. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions au milieu de la présentation à m'interrompre. Enfin voilà, on peut discuter, c'est plutôt sympa entre 7h et 7h30 du matin plutôt que de m'écouter parler que moi. Mais si vous voulez que je ne parle que moi, il n'y a pas de souci aussi, je vais le faire. En gros, je vais vous mettre la première image, mais vraiment les images que j'ai choisies sont plus des images illustratives et on peut en discuter, mais c'est vraiment plus pour illustrer un propos que pour vous montrer quelque chose en particulier, avec donc cette vue de Picasso sur le toit d'un des ateliers de Vallauris, de son atelier à Vallauris, où il expose certaines typologies de céramique. Donc la céramique, chez Picasso, quand on en parle et quand on y pense comme ça, on a souvent en tête des formes un peu particulières. C'est vrai que depuis une quarantaine d'années, il y a beaucoup, par exemple, de ventes aux enchères dans les grandes maisons, Sotheby's, Christie's, où on voit passer les plus belles céramiques du maître, les plus grandes, les plus impressionnantes. Il y a toujours des superlatifs comme ça. Et c'est vrai que ces céramiques-là, on les retrouve un peu partout. Elles sont citées d'ailleurs par des céramistes aujourd'hui. Il y a vraiment un exemple Picasso dans la céramique qui est très important. Et au tout début de la pratique de la céramique de Picasso, donc à la fin des années 40, c'était encore taxé d'artisanat d'art. Et au fur et à mesure des années de la longue carrière de Picasso et surtout de cette reconnaissance tant dans les ventes aux enchères que dans les musées, c'est passé au rang d'art tout court. Mais alors, pour le contexte un peu sur Vallauris, et puis voilà pour vous mettre quelques jalons pour ceux qui ne le connaisseraient pas, Picasso, il connaît Vallauris dans la deuxième moitié des années 40. En fait, il allait sur la Côte d'Azur déjà depuis pas mal de temps, dans les années 10, dans les années 20. Et puis, au milieu des années 40, vers 1946, il entend parler d'une exposition qui était une exposition de céramistes potiers de Vallauris, dans un endroit à Vallauris qui s'appelle le Nérolium, qui est donc un espace d'exposition qui était en fait au départ, donc le Nérolium, un endroit dédié aux fleurs, puisque la région de Vallauris, la région du Pays Grassois et le haut des Alpes-Maritimes était dédiée à la culture des fleurs. Et donc dans cet espace, qui est un hall dédié notamment à l'endroit où on faisait sécher les fleurs, il y a une exposition de potiers qui se met en place assez tôt dans les années 40. Et Picasso entend parler de cette exposition quand il est sur la Côte d'Azur et vient la visiter. Et donc c'est en 1946 qu'il fait la connaissance de plusieurs potiers pendant cette exposition, et notamment de Suzanne Ramier. Suzanne Ramier, qui était donc Suzanne Douli de son nom de jeune fille, épouse Ramier, et qui était donc une potière installée à Vallauris depuis quelques années, et qui en fait avait abordé la céramique d'une façon qui intéressait plutôt Picasso, puisqu'elle avait abordé ça sans les carcans vraiment techniques, mais plutôt, comme on dirait aujourd'hui, au feeling. Et elle avait vraiment développé des formes et des méthodes qui étaient assez expérimentales pour l'époque. Et Picasso la rencontre, ils discutent, une sorte de début d'alchimie né entre les deux. Et puis finalement, les choses ne se font pas tout de suite, la collaboration ne se fait pas immédiatement. Et par contre, Suzanne Ramier l'invite et lui dit quand vous revenez sur la côte, venez me voir, venez à l'atelier, passez, et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Et Picasso revient l'année suivante et en fait se rend compte aussi de ce contexte qu'est Vallauris à cette époque-là, où en fait c'est un village qui est donc un peu perché sur les hauteurs
au-dessus du pays cannois et grassois. Et en fait, c'est un village qui a une tradition des fours à poterie, des potiers, depuis l'Antiquité. Et il se rend compte de cette histoire-là, même si ce n'est pas une histoire qui est vraiment écrite dans des livres, mais plutôt des histoires orales que les autres potiers racontent. Et il y a vraiment une sorte d'émulation, de création autour de la terre et de la terre cuite qui l'intéresse particulièrement, et une technique que finalement il a quasiment pas exploré depuis le début de sa carrière, puisqu'on est déjà donc aux 3/4 de sa carrière, en tout cas bien au milieu. Et donc c'est vraiment des sujets qui l'intéressent. Et il échange beaucoup avec Suzanne Ramier, et qui a créé donc un atelier qui s'appelle Madoura. Cet atelier, donc, il est vraiment dans le centre de Vallauris, dans le vieux village. Il y a plusieurs petites rues avec différents fours de potiers, et Madoura est vraiment au centre de la ville. Pour vous donner quelques chiffres, comme ça après on les évacue, on va dire que Picasso, il arrive donc dans la fin des années 40, mais donc il commence véritablement vers 1948. Il va rester à Vallauris, il va s'installer là-bas, vraiment, donc il va y habiter dans une villa qui s'appelle La Galloise. Et il va y rester jusqu'à peu près, alors les dates entre 1954 et 1955, sachant qu'il sera aussi à Cannes vers ces années-là. Et pendant toutes ces années où il est à Vallauris et où il est présent, il va créer entre 5000 et 6000 céramiques. Alors les chiffres sont assez larges parce qu'il n'y a pas de catalogue raisonné sur les céramiques, mais on est dans ces chiffres-là, et à peu près 630 éditions de céramique, donc 5000 à 6000 pièces originales et 630 à peu près éditions. Alors juste pour faire, voilà, j'ai montré 2-3 images de production typique céramique de Picasso. On voit donc une œuvre qu'on dit zoomorphe, donc forme animale, avec ce vase chouette à deux anses d'une collection privée, et puis une céramique une assiette peinte, une assiette décorée. Voilà, ça c'est par exemple 2 typologies très connues de céramique de Picasso. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elles évoquent. Donc ce vase chouette, de par ses formes, de par son aspect et de par aussi son iconographie, avec donc cette forme de chouette et puis ce visage un peu comme un proto antique, elle est intéressante parce qu'elle reprend en fait différentes inspirations et un syncrétisme qui est propre à Picasso, puisque on peut penser à des vases étrusques des 7e et 6e siècles avant Jésus-Christ, qu'on appelait des aribales zoomorphes, et qui sont donc des formes vraiment reprises dans l'Antiquité, et que Picasso a très certainement vu et dans les ouvrages qu'il lisait avec attention et dans les expositions, ou en tout cas dans les accrochages qu'il a pu voir dans différents musées avec des collections antiques. Et puis on a ce bestiaire lié à la mythologie méditerranéenne, la chouette, Athéna, et tout ce que ça représente. L'assiette peinte d'un taureau, elle appartient plutôt à une tradition iconographique d'assiettes peintes provençales. Donc il y a là une autre source, mais qui est donc bien ancrée dans l'histoire de Vallauris et de ses potiers, et donc avec ce taureau qui est bien sûr un symbole très picassien, où finalement dans la céramique, et on s'en rend compte avec ces 2 exemples et les 2 exemples suivants, Picasso cite des inspirations diverses, la céramique provençale, les inspirations antiques, mais il cite aussi sa propre iconographie, ses propres dada iconographiques, on va dire, comme le taureau par exemple. Donc là, juste pour finir plus généralement sur la céramique, vous avez cette tête de femme qui est étonnante parce qu'elle a cette morphologie très minimaliste avec ces quelques traits esquissés, et elle évoque bien les lignes et les courbes que Picasso a déjà pu utiliser et dans sa peinture et dans sa sculpture. Et là, donc, dans une céramique, il restitue avec minimalisme et sobriété ce visage de femme. Et puis un autre visage de femme sur un fragment. Donc là, c'est aussi encore une autre typologie de travail de la céramique de Picasso. Le fragment, le morceau, le bout, le rebut finalement du four de potier qu'il vient finalement envahir avec ce visage et une glaçure par-dessus. Donc avec ces 4 exemples qui ne sont absolument pas exhaustifs, mais vous voyez un peu cette variété
cette grande variété des formes où finalement Picasso ne se pose pas de limite avec la céramique comme avec d'ailleurs tout matériau, que ce soit la peinture, la sculpture mais aussi la gravure. Il n'y a pas de limite dans la création et il procède par association, par contamination, les influences des iconographies qui se mélangent là-dedans et on le voit bien avec ces 4 exemples. Mais donc, très rapidement ce que je vous ai dit, mais moi ce dont j'aimerais vous parler, c'est davantage d'une relation. Alors, je vous ai imprimé ça parce que finalement, il y a très peu de photos de Picasso et Picot, et puis je l'ai retrouvé que plus tardivement qu'après avoir fait mon PowerPoint, donc vous m'excuserez, mais donc là, vous avez, donc là, je suis désolée si c'est pas très visible, la photo de Picot et Picasso, donc Pablo Picasso bien sûr, et Robert Picot ici, qui sont en train de regarder justement une céramique avec un œil averti et très intéressé. Alors cette relation avec Robert Picot, elle est intéressante pour plusieurs raisons. Sur le contexte, encore une dernière chose pour vous dire, la Côte d'Azur à ce moment-là, fin des années 40, c'est un peu la folie, le renouveau après-guerre, beaucoup de stars et de personnalités du monde de la culture et des arts descendent sur la côte, donc Picasso fréquente tout ce milieu-là. Yves Montand, Simone Signoret, Prévert, Cocteau sont tous là-bas. Ils sont entre Saint-Paul-de-Vence, Cannes, ils passent à Valoris. Et puis Robert Picot, au milieu de tout ça, lui c'est un Parisien venu de l'école des arts appliqués qui s'installe à Valoris en 1945 et qui s'associe pour créer d'abord un atelier avec d'autres potiers qui s'appelait l'atelier Calice, C-A-2-L-I-S, et au final qui, après différents, vient à créer son propre studio qui s'appelle tout simplement Robert Picot. Et il rencontre Picasso, l'histoire dit, dans un bar à Golfe-Juan, ils se serrent la main, ils se rendent compte qu'ils ont des affinités, on ne sait pas si c'est vraiment une légende, mais en tout cas ils se rencontrent en 1946 et naît une amitié qui tourne principalement autour de la céramique, mais pas que, autour de la photographie aussi, puisque Robert Picot, il n'est pas que potier, donc il a fait l'école des arts appliqués comme je l'ai dit, mais il a aussi une passion, c'est la photographie. Et cette passion, il va la mettre au service finalement de Picasso aussi, et il va suivre Picasso dans ses ateliers, dans son atelier déjà de Valoris, et documenter ce travail. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont en soi un peu co-créé ensemble une sorte de petit événement sur lequel j'aimerais m'attarder, et donc vous avez par exemple une image juste ici, enfin 2 images. C'est une sorte un peu, si vous me permettez, de délire en fait entre les deux. On ne sait pas vraiment bien comment est arrivée cette séance photo, mais en fait, d'après ce que j'ai trouvé, Picasso faisait donc à la fin de ces séances où il faisait des céramiques, des assiettes, des pièces comme ça, il modelait des petites figurines avec la terre, et ensuite ces figurines étaient cuites ou non. Et ces petites figurines, vous en voyez 3 petits exemples ici, elles représentaient plusieurs choses, mais là par exemple un faune et tout un bestiaire antique, tout un bestiaire un peu de mythologie, de Méditerranée mélangé, avec des portraits, des personnages zoomorphes, des petites colonnettes. Et Picot s'intéresse à ces tout petits personnages, et une séance photo naît de cet intérêt autour de ces petites figurines, et ils vont mettre en scène ces figurines, et ça va donner donc un album de photographies qui est assez conséquent, puisqu'on a à peu près 70 photographies, 70 prises de vue de ces séances, où finalement ces petites statuettes sont les modèles, les mannequins de cette séance de photographie. Alors, ce qui est intéressant en fait dans cette anecdote, en fait, parce que c'est une anecdote de collaboration entre 2 artistes, ce qui m'intéresse en tout cas moi, c'est que ces séances photos et ces personnages, elles montrent déjà la rencontre de ces 2 hommes et leur connivence intellectuelle, leur connivence de passion autour de l'Antiquité. Ça montre aussi la forte présence d'une Antiquité qui est romantisée, qui est fantasmée, avec une sorte d'Arcadie antique cherchée, avec des personnages complètement des poncifs de l'Antiquité qui sont un peu mis en scène par Picasso et Picot. Et puis ça montre aussi le fonctionnement créatif de Picasso, qui fonctionne avec une sorte de processus de
de contamination, je dirais, de gestes expérimentaux qui se contaminent avec d'autres créateurs et avec notamment un potier qui est aussi un photographe. C'est pas la première fois que Picasso collabore avec quelqu'un qui sait manier bien la photographie. On peut penser d'ailleurs à Brassai qui, dans les années 30 notamment, accompagne son travail créatif. Et donc Picasso, à travers cette séance photo, on va voir qu'il a une conscience assez aiguë de la mise en scène de ses propres œuvres, et c'est ce qui est intéressant à travers cette image de l'Antiquité. Sur l'Antiquité en soi, pour revenir un peu aussi, Picasso, il voit des œuvres antiques depuis sa plus tendre enfance. Donc, il naît à Malaga. À Malaga, il y a un petit musée qui s'appelle le musée Lorigiano, qui est vraiment dans le centre de Malaga, à côté dans un parc en fait, et c'est un musée dédié aux antiques avec vraiment des sortes de traces de l'antique là-dedans. Il voit ça. Ensuite, quand il arrive à Paris, il fréquente le Louvre, il fréquente notamment les salles Campana, il regarde beaucoup les vases. Donc la salle Campana, c'est une salle où il y a justement toute une collection de vases à figure noire et à figure rouge, avec donc tout ce qu'on peut imaginer d'iconographie antique. Et puis, il fréquente aussi beaucoup les livres. Il est aussi amené vers l'Antiquité par des personnes comme Christian Zervos, comme Thériade, comme Albert Schira, qui sont donc des gens du monde des lettres et des livres, et qui l'amènent à justement regarder ça. Et donc, Picasso, nourri de tout ça depuis des années et des années, arrive à Vallauris, pas en redécouvrant tout, bien sûr, mais en ayant une sorte finalement de matière à travailler la céramique qui est nouvelle et qui va l'amener justement à réinterroger un peu ses formes et tous ces personnages liés à l'Antiquité. Sachant que Picasso donc n'a jamais visité la Grèce et n'est pas allé dans ce pays-là. Ce que je peux vous montrer, par exemple, dans cette suite de séances photos, c'est justement à quel point, là vous voyez, la mise en scène est assez drôle et un peu kitsch même, avec ces grappes de raisin, enfin voilà, cette vigne qui devait être là, et il pose les figurines certainement ensemble en se décidant de comment on allait les prendre et sous quel angle on allait les prendre. Et vous voyez justement cette variété des formes avec ce centaure ailé ityphalique, ce taureau faune avec ce visage très, très résumé, des figures féminines aussi assez voluptueuses. Et on a envie de se demander, quand on voit justement ces images-là, après je pourrais revenir et vous montrer, mais là vous voyez par exemple aussi la suite de cette séance photo avec justement quelque chose de plus sobre, ces portraits un peu à l'antique comme des portraits romains très hiératiques, et puis ce masque de Silène un peu souriant. On voit que ce sont des petits objets qui ont été faits vraiment, pas forcément à la va-vite, mais en tout cas sur un coin de table, avec la terre encore crue, un stylet, et puis le dessin rapidement esquissé, ou en tout cas des visages modelés. C'est vraiment des petits formats, c'est des tout petits formats. Je n'ai pas les mesures exactes, mais c'est vraiment minuscule. Et on a envie de se poser la question de comment c'est arrivé, comment cette collaboration, en tout cas ce délire comme je l'appelle, est arrivé. Sachez que ce moment-là est appelé dans le jargon un peu des spécialistes de cette période, le petit théâtre Picot. Alors on l'appelle le petit théâtre Picot. Ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas le petit théâtre Picasso-Picot. Souvent on dit, pour parler rapidement de ce moment-là, le petit théâtre Picot. Et c'est donc que c'est bien lié aussi à la figure de Robert Picot, qui a aussi sa part à jouer dans les liens antiques. Et c'est juste pour vous montrer, parce que justement, j'ai fait ma présentation il y a un bout de temps, et tout d'un coup j'ai eu une sorte de surgissement où je me suis dit, mais enfin, j'ai oublié de montrer quand même des productions de Picot, ce serait dommage de ne pas montrer ce qu'il faisait aussi en céramique. Et là, vous voyez la production typique de Picot, qui est à la fois très différente de Picasso et en même temps avec des vrais liens. On voit qu'il y a une sorte également de grande sobriété dans la façon de traiter les motifs, et en même temps une grande richesse, et on voit justement cette utilisation des frises minimalistes qui ressemblent aussi, voilà, vous voyez quelque chose comme ça, ou encore ça. On voit justement la citation des formes de Picot et ce lien à l'antique que Picot a aussi. Et c'est pas que Picasso qui a amené ça dans leur relation. Et ça, ce sont des œuvres qui ont été faites justement à l'époque où Picot rencontre Picasso. Donc il y a une vraie
perméabilité dans leur forme et un dialogue qui se fait entre les deux. Donc Picot, il n'est pas du tout étranger aussi à cette initiative autour des personnages antiques. On a très peu d'écrits, on a très peu d'informations sur ce que Picot en pensait de cette petite collaboration et ce qu'il avait vraiment en tête. Mais en tout cas, on est amusé de voir que cette collaboration, elle continue avec des images, je peux vous montrer comme ça, et puis je vous laisse regarder après. Voilà, là vous avez un bon exemple. Donc cet ensemble d'œuvres finalement miniatures qui ont été vraiment réunies pour constituer sous l'œil du photographe Robert Picot un monde un peu à part, une évocation d'un fantasme d'une antiquité totalement libérée, d'une Arcadie comme ça. Et d'ailleurs on s'amuse aussi à savoir qui a fait quoi, parce que tout de suite on part du postulat que c'est Picasso qui a modelé les figurines et Picot qui a mis en scène, ou en tout cas non, peut-être pas mis en scène, qui ont mis en scène tous les deux, mais qui a en tout cas photographié. Mais c'est pas complètement non plus sûr et certain, parce qu'on sait que Picasso a un rapport à la photographie aussi qui est très important, et a aussi lui pris des photographies. Donc c'est certainement encore plus un travail à quatre mains sur tous les aspects de cet ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas une suite d'éléments faits par l'un ou par l'autre, mais vraiment une co-création. Et c'est ce qui est intéressant, à mon sens, dans cette anecdote de création. C'est vraiment cette idée aussi de collaboration qu'on retrouve beaucoup dans la carrière de Picasso avec d'autres. En sculpture, il a travaillé beaucoup avec le fondeur et le métallurgiste Julio González. Enfin voilà, il y a vraiment plein de moments dans la vie de Picasso où il collabore avec d'autres personnes. Mais là, cet événement-là est intéressant pour ça, parce que c'est aussi un unicum, c'est-à-dire qu'une mise en scène comme ça de ces œuvres de façon aussi, j'ai envie de dire, léchée, aussi travaillée, c'est assez, c'est rare. C'est même un unicum dans la carrière de Picasso. Et c'est en ça que je trouve intéressant de le redécouvrir et d'étudier la démarche artistique de Picasso à travers ces petits prismes-là, à travers ces anecdotes-là. C'est un moment de création, c'est un moment presque de débordement dans peut-être je dirais pas la lassitude, mais il faisait énormément de céramique chaque jour, il était tout le temps dans son atelier parce que Picasso est un monstre de travail, et ça c'est une sorte d'échappatoire, de moment de fuite à deux, de création, de jeu presque enfantin aussi, avec ce côté de figurines qui se positionnent un peu où on veut, avec des décors qui sont interchangeables, et où finalement on s'amuse à créer une histoire. Et sans vraiment aller plus loin dans les questionnements. Et justement, avec toujours ce génie de Picasso, de s'entourer de personnes qui ont eux aussi un véritable talent et un véritable génie. Et puis d'être dans l'expérimentation constante, d'être finalement dans le pas trop sérieux. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans cette anecdote-là, que j'avais envie de vous raconter autour de Picot et de Picasso. Et ce goût certain de Picasso de mettre en scène tout, et d'avoir cette conscience, comme je disais au début, aiguë de la mise en scène de ses propres œuvres pour la postérité. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que j'avais envie de vous montrer, de faire ce focus-là sur le petit théâtre Picot, comme on l'appelle. C'est très rapidement esquissé. Si vous avez envie qu'on en parle, avec grand plaisir. Je voulais juste vous montrer, derrière, vous avez quelques ouvrages pour celles et ceux qui ont envie de regarder un peu plus les liens de l'Antiquité avec Picasso et que je n'aurais pas du tout résumé. Vous avez cette très belle exposition qui avait lieu à Athènes en 2019. Et puis vous avez aussi une exposition en Italie sur le défi de la céramique, où justement les deux commissaires, qui sont des spécialistes de la céramique de Picasso, interrogent aussi beaucoup les rapports à l'Antiquité et justement font ce lien. Mais ces deux catalogues n'évoquent pas le petit théâtre Picot, et je trouvais ça dommage de ne pas justement, quand on a envie de faire un focus sur la céramique, d'évoquer ce moment qui est, comme je vous l'ai dit, une anecdote, mais plutôt sympathique, et pour voir sous un nouveau prisme la création picassienne. Voilà, merci beaucoup.